Je vais vous montrer une image absolument fascinante, qui est à la fois la plus ancienne, la première et la plus grande image de l'univers. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, et de votre vivant, vous ne verrez sûrement jamais rien de plus vieux, car la lumière qui la constitue nous provient de la fin d'une gigantesque boule de feu et de plasma, du moment précis où l'univers est passé d'opaque à transparent. Cette lumière des origines issue de l'univers primitif ne provient pas d'un type d'étoile ou d'un phénomène exotique inconnu. Elle nous parvient littéralement de partout. Elle baigne le ciel tout entier quelle que soit la direction où l'on regarde, et aucune région du cosmos n'est épargnée par sa présence. Si bien que Stephen Hawking lui-même l'a décrit comme étant littéralement la découverte la plus importante du XXe siècle, si ce n'est depuis toujours. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons tenter de percer à jour les mystères et les secrets, dissimulés dans cette étrange image tachetée, la plus fantastique et la plus vieille image de l'univers, celle de l'écho du Big Bang, qui renferme comme encodé des informations sur la taille de notre univers et la façon dont il s'est structuré. Mais avant toute chose, je voudrais chaleureusement remercier Holzkern, sans qui cet épisode n'aurait pas le même rendu, et dont les créations font directement écho aux durées de temps vertigineuses qui nous précèdent. À ceci près que ces durées ne sont pas inscrites dans la lumière émise par l'univers, mais dans la matière utilisée pour fabriquer ces magnifiques objets. Car Holzkern crée avec talent des bijoux, des bagues, des bracelets, des montres, pour femmes comme pour hommes, qu'il confectionne en alliant le métal, le bois et la pierre. Un mélange de matériaux naturels qui donne à leur création un supplément d'âme, en capturant au sein d'un même élément l'idée de l'éphémère et du vivant à travers l'usage du bois et celle de l'immuable qui traverse les âges sans pratiquement sourciller à travers les métaux et les minéraux. Cette montre dont la mécanique marque le passage du temps et encapsule des décennies de savoir-faire d'artisans témoigne également à travers chaque fibre de bois, chaque éclat de pierre et de métal savamment agencé pour la fabriquer, de l'immensité des temps qui nous précèdent, des passés lointains qu'il est possible d'avoir à portée de main et au poignet, car avec leur création unique qui mélange le marbre, l'érable et le noyer, Holzkern capture et scelle avec talent et au même endroit des instants éphémères et de petits fragments d'éternité. Et je dois dire que je connais peu de bagues qui permettent de littéralement toucher du doigt des alliages de matières si différents et complémentaires qu'ils nous permettent chacun à leur manière de ressentir sur sa peau la mémoire récente du vivant à travers le bois et celle plus profonde, métallique et rocheuse de l'inerte. À l'occasion du Black Friday et en passant par le lien que je vous ai mis en description, ils offrent des réductions pouvant aller jusqu'à moins 30%. Du coup, n'hésitez pas, ne laissez pas le temps vous filer entre les doigts, portez-le directement sur vous, ou offrez-en des fragments à ceux que vous aimez. Côté pratique, toutes leurs réalisations sont garanties pendant 2 ans, et si vous n'en êtes pas satisfait, vous pouvez les retourner dans les 60 premiers jours. Bref, pour tout cela, et pour leur soutien à la chaîne, un grand merci à eux. Et sur ce, revenons à notre lumière des origines et à la façon dont nous l'avons découverte, ou plutôt dont nous l'avons anticipée. Car l'existence du rayonnement fossile a été prédit longtemps avant que l'on soit en mesure de l'observer. À la fin des années 1920, avec l'accumulation des observations qui nous montrent qu'aux très grandes échelles l'univers est en expansion, de plus en plus de chercheurs commencent à prendre au sérieux la possibilité que notre univers soit passé par un état terriblement chaud et dense, avant d'être refroidi par son expansion. Un état si dense que la lumière ne pouvait même pas y circuler. Accrochez-vous un peu, vous allez voir, c'est passionnant. L'idée est la suivante. On pense que pendant les 380 000 premières années de son existence, l'univers tout entier est plongé dans le noir. La matière qu'il contient est sous la forme d'un brouillard incandescent et opaque. Un brouillard soumis à des températures phénoménales, et dans lequel l'agitation et la densité sont telles qu'elles empêchent toute lueur de passer. Car toute la matière de l'univers est alors à l'état de plasma, une sorte de soupe de protons et d'électrons incapables de se lier pour former des atomes ou des molécules, car la température est alors beaucoup trop élevée. Et cette soupe infernale est entretenue par les puissants rayons lumineux qui en sont prisonniers, et qui, sans cesse absorbés, réémis, absorbés par la matière qui les entoure, brisent continuellement les moindres atomes qui s'y forment. Et puis, à mesure que l'expansion se poursuit et que l'espace se dilate, l'univers continue de refroidir, et lorsque sa température passe sous les 2700 degrés Celsius, soit à peu de choses près la température de surface de bon nombre d'étoiles, l'univers se retrouve soudainement suffisamment froid pour qu'ait lieu ce qu'on appelle la recombinaison. Presque partout en même temps, les électrons et les protons qui empêchaient jusque-là les photons, les particules de lumière de circuler, se lient et donnent naissance aux tout premiers atomes de l'univers. Des atomes qui sont presque indifférents au passage du rayonnement.
Le brouillard opaque se dissipe alors, et toute la lumière du monde se met à circuler librement, dans un univers qui, après avoir passé 380 000 ans à être plongé dans le noir, est soudainement devenu transparent, et le théâtre d'un brusque jaillissement de rayonnement qui a lieu presque partout en même temps. Ça, c'est ce qu'on pense qu'il s'est passé. Et en 1948, certains scientifiques prédisent que cette lumière résiduelle nous provenant du moment précis où l'univers est passé d'opaque à transparent, nous devrions théoriquement être capables de la détecter sous la forme d'un infime murmure radio baignant le ciel tout entier. Et 16 ans plus tard, et complètement par hasard, ce rayonnement est trouvé par deux astronomes qui, avant d'étudier les restes d'explosion d'une étoile géante à l'aide de leur radiotélescope, tentent de le calibrer en pointant une région du ciel dépourvue d'étoiles, afin de s'assurer que leur mesure ne contient aucun signal indésirable sous-jacent. Et alors qu'ils s'attendent à ne rien capter, ils entendent un bruit de fond parasite, une friture présente en permanence, et ce, quelles que soient les régions vides du ciel qui visent. Inévitablement, le bourdonnement est toujours là, et partout le même. Et après des semaines passées à traquer les potentiels coups de circuit, à vérifier le moindre branchement, et même à récurer les fientes de pigeons qui recouvrent leur radiotélescope, les deux astronomes doivent se résoudre à l'évidence. Ce bourdonnement impossible à supprimer ne tire pas son origine d'interférence. Ce n'est pas leur machine qui a un problème et bourdonne, c'est l'univers. Vous l'avez compris, ils sont les premiers à découvrir par hasard la lumière des origines prédite par la théorie du Big Bang. De son petit nom, le rayonnement fossile, et que l'on appelle également le fond diffus cosmologique, ou encore le CMB. Et qui, peu importe le nom que vous lui donnez, prend la forme d'un infime murmure radio qui baigne le ciel tout entier et que l'on peut étudier et cartographier. Précisons que si les images du CMB sont souvent représentées sous forme ovale, c'est simplement que ce sont là des projections à plat d'un rayonnement nous provenant de toutes les directions. Autrement dit, c'est une façon d'aplatir l'image d'une sphère de la même manière qu'on le fait avec la surface de notre planète. D'ailleurs, le rayonnement fossile nous provenant de toutes les directions, on peut très bien en réalité le représenter comme ceci, sous la forme d'une sphère au centre de laquelle se trouve notre planète. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi, alors que ce rayonnement remplit tout l'espace, tout en nous provenant d'un moment de l'univers où celui-ci était aussi chaud que la surface d'une étoile, le ciel n'est-il pas rempli, de jour comme de nuit, par une intense et éclatante lumière blanche? En toute logique, on devrait s'attendre à ce que le cosmos soit entièrement baigné d'une puissante et chaude lumière. Or, ça ne vous aura pas échappé. Ce rayonnement est invisible à l'œil nu, et quand on mesure sa température, on constate qu'il est glacial. Et quand je dis glacial, je pèse mes mots, car celui-ci est à peine 3 degrés au-dessus du zéro absolu. En degrés Celsius, on est sur du moins 270 degrés. C'est froid. Cette température dérisoire peut sembler étonnante, quand on sait que ce rayonnement a été émis précisément au moment où l'univers, dans son ensemble, possédait une température de près de 2700 degrés Celsius. En fait, si ce rayonnement fossile nous arrive aujourd'hui aussi froid, c'est qu'après avoir passé 13,8 milliards d'années à voyager dans un espace en expansion, il a perdu de son énergie et de sa superbe, s'est refroidi, sa fréquence s'est allongée et il nous parvient aujourd'hui sous la forme d'une lumière fatiguée. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime qu'entre l'émission du CMB et aujourd'hui, l'univers s'est dilaté d'un facteur 1000 et l'énergie des photons émis au moment de la fin de la nuit des temps a été réduite tout autant. Car un univers en expansion dilate l'espace, et ce faisant étire et allonge les longueurs d'onde de la lumière qui s'y déplace, abaissant progressivement sa température au fil du temps. Et voilà pourquoi ces intenses rayons lumineux nous parviennent aujourd'hui dotés d'une énergie 1000 fois plus faible que celle qu'ils avaient au moment où l'univers est passé d'opaque à transparent. Ce qui, soit dit en passant, est une très bonne chose pour nous, car sans cela, la température du cosmos serait aujourd'hui à peu de choses près égale à celle d'un filament d'ampoule à incandescence. À ceci près que cette température ne se limiterait pas uniquement à la partie centrale de l'ampoule, mais concernerait alors l'univers tout entier. En fait, si vous pouviez comme par magie vous téléporter quelques instants après l'émission du rayonnement fossile, et en faisant abstraction de la température, vous seriez probablement tétanisé et ébloui par une intense lumière blanche, digne de celle provenant du cœur d'une Assyrie, et seriez comme un lapin pris dans les phares d'un 38 tonnes lancé à pleine blinde. À ceci près que le poids lourd s'éloignerait de vous, depuis toutes les directions,
et vous verriez rapidement l'intense lueur de l'univers tirer vers le orange, puis vers le rouge, avant de finir par sortir du domaine du visible, pour entrer dans celui des infrarouges et ainsi de suite jusqu'à finir par nous parvenir aujourd'hui, sous la forme d'un faible signal micro-ondes. Et si malgré tout ça, vous peinez toujours à vous faire une idée de l'intensité initiale du flash, voilà de quoi en marquer la puissance au fer rouge dans votre esprit. Bien que 13,8 milliards d'années se soient écoulées depuis son émission, l'écho lumineux du Big Bang compte pourtant à lui seul pour près de 96% de toute la lumière actuellement en circulation dans l'immensité de l'univers. Autrement dit, et aussi nombreuses qu'elles soient, les étoiles ne sont responsables que de 4 petits pourcents de la lumière, qui, toute longueur d'onde confondue, voyage actuellement dans le cosmos. Ok, maintenant qu'on a vu pourquoi cette lumière des origines s'est estompée au cours du temps, on va maintenant tenter d'en percer les secrets et d'y trouver des trésors. La première chose qui nous a sauté aux yeux quand on a commencé à observer en détail les caractéristiques du fond diffus cosmologique, c'est son uniformité. Voici la toute première image que l'on en ait prise en 1962. L'étrange barre que l'on peut y voir au centre est formée par la présence de notre plan galactique, qui perturbe une partie de la lumière nous provenant du ciel profond sur son passage. Mais le reste, tout le reste du ciel, est baigné par un bourdonnement de fond presque parfaitement uniforme et sans variation d'aucune sorte. En soi, le fait de constater que la température mesurée de ce rayonnement est toujours la même, quelle que soit la direction du ciel que l'on observe, n'est pas particulièrement étonnant. Quand on regarde l'univers aux grandes échelles, on constate que les galaxies, et de manière générale la matière, y sont distribuées de façon extraordinairement homogène. Mais en même temps, comment expliquer qu'un cosmos, dans lequel la matière était à l'origine si uniformément répartie, ait fini par produire au cours du temps des galaxies qui se sont regroupées en amas ? La réponse à ces questions est venue au cours des décennies qui suivront, lorsque des instruments toujours plus sensibles ont montré que cette étonnante uniformité cache en réalité de très petites disparités. En 1992, le satellite d'observation COBE, dont vous pouvez voir ici le rendu non corrigé de la présence de notre galaxie, la Voie lactée, commence à révéler la présence de quantités de taches au sein du CMB. Près de 10 ans plus tard, le satellite WMAP nous en fournit une image encore plus détaillée, montrant que derrière l'apparente uniformité de température, mesurée à 2,725 Kelvin précisément, il existe dans le fond diffus cosmologique de très légères fluctuations autour de cette température moyenne. Puis, lancé en 2009, l'extrême sensibilité du satellite Planck nous a permis de produire la carte la plus détaillée que l'on possède à l'heure actuelle du rayonnement fossile, et sur laquelle on peut voir se dessiner des milliers de petites taches, qui toutes tirent leur origine de disparités de température de l'univers primitif. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est l'univers tel qu'il était, au moment où a été émis le CMB. Et alors qu'âgé de seulement 380 000 ans, il était 1000 fois plus chaud qu'il ne l'est aujourd'hui. Et l'ensemble de la partie que l'on peut en voir, et que l'on appelle l'univers observable, était alors contenu dans un volume d'espace, des millions de fois plus petit que celui qu'il occupe aujourd'hui. Bien qu'aucune structure n'y soit encore formée, le satellite Planck a pu y mesurer de très légères variations de température d'une région à l'autre, et ce avec une finesse absolument inégalée à ce jour. Les différences maximales de température entre les régions les plus froides, représentées en bleu, et les plus chaudes, représentées en rouge, y sont inférieures à 1 millième de degré. Aussi insignifiant et dérisoire que puissent vous sembler ces millièmes de degrés de différence entre les régions les plus chaudes et les plus froides, ils nous permettent de comprendre comment la matière s'est répartie et structurée aux grandes échelles de l'univers. Car ces infimes écarts de température observés dans cette lumière des origines est la marque de très légères différences de densité d'une région à l'autre. De très légères différences qui, sur des milliards d'années, vont avoir d'immenses conséquences. Ainsi, les régions les plus chaudes et les plus denses vont être les premières à s'effondrer sur elles-mêmes, puis se mettront à attirer la matière qui les entoure, creusant la toile cosmique de l'univers aux grandes échelles, en donnant naissance au cours du temps aux amas de galaxies. Tandis que les régions les plus froides vont progressivement voir leur substance, attirée par la force de gravité des régions de plus forte densité, situées à proximité, et ainsi finir avec le temps par laisser la place à d'immenses vides, des régions du cosmos pratiquement dépourvues de matière. En d'autres termes, ces très légères différences de densité d'une région à l'autre de l'univers forment en quelque sorte des grumeaux, des régions plus lourdes et capables d'initier des effondrements, à partir desquels l'univers va prendre sa structure.
Et ce faisant, la disposition de ces taches qui parsèment la lumière des origines est un langage à décoder. Et pour qui sait le décrypter, il nous donne accès aux profondeurs temporelles et nous offre une fenêtre ouverte avec vue sur l'état de notre univers primitif, tel qu'il était au moment de la recombinaison, seulement 380 000 ans après le Big Bang. Et alors qu'aucune étoile, aucune galaxie, aucune structure d'aucune sorte ne s'était encore formée. C'est pourquoi aujourd'hui, arriver à lire les trésors d'informations dissimulés dans cette vieille lumière froide et fatiguée est l'un des enjeux majeurs de la cosmologie. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point ces imperfections sont capitales. Je le redis donc pour vous, mais aussi beaucoup pour moi. Ces grumeaux, ces taches, sont des lueurs d'espoir. Ce sont les points de départ à partir desquels l'ensemble de l'univers a pris sa structure. Et si la matière avait été à l'origine parfaitement répartie, comme ceci, absolument tout serait resté homogène et ennuyeux, non pas pendant très longtemps, mais pour l'éternité. Car sans ces petites fluctuations, aucune étoile ne se serait jamais allumée, aucune galaxie, aucune planète ne se serait jamais formée, et l'univers aurait simplement poursuivi son expansion dans un monde de ténèbres. Heureusement pour nous, ce ne fut pas le cas, et en étudiant la disposition de ces grumeaux, on est en mesure de mieux comprendre comment, pendant les 100 millions d'années qui ont suivi l'émission du rayonnement fossile, la matière s'est progressivement structurée dans l'obscurité. Attirée par la gravitation, celle-ci s'est regroupée, a coagulé jusqu'à ce que de gigantesques nuages de gaz ne s'effondrent, et finissent par allumer les toutes premières étoiles de l'univers, et dans la foulée par former des grappes de galaxies, qui, de fil en aiguille, ont tricoté sur des milliards d'années, l'ensemble des filaments constituant l'immense et vaste toile cosmique de l'univers. Être capable, à l'aide d'une seule image, de reconstituer la façon précise dont la matière a pu se structurer depuis la proximité du début des temps jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais l'étude des cartes du rayonnement fossile nous permet également d'estimer la taille de l'univers. Car en observant dans le détail les aspérités qui parsèment la surface de cette boule de feu et de plasma primordial au moment où elle s'est évaporée, on a pu déduire la courbure de l'univers et ainsi en estimer la taille. Le sujet est si passionnant que j'y consacrerai bientôt un épisode entier. Mais retenez ceci, le verdict est effarant. Le verdict est le suivant. L'univers est beaucoup plus grand que la seule partie que l'on peut en voir, et que nous appelons l'univers observable. En estimant la courbure de l'espace à partir de l'étude des cartes du CMB, on est arrivé à montrer que l'univers en entier possède un rayon, au minimum 500 fois plus grand que celui de notre univers observable. Autrement dit, le volume de l'univers pris en entier est au minimum 125 millions de fois plus vaste que la seule partie qui s'offre à notre vue. Et ce n'est là qu'un minimum. Peut-être est-il encore plus grand, peut-être est-il infini. En étudiant les particularités du CMB, on a également pu estimer le contenu de l'univers. Car les distances qui séparent les régions les plus froides des plus chaudes sont directement influencées par les proportions de matière ordinaire et de matière noire, ainsi que par la quantité d'énergie sombre qui régnait alors dans l'univers. Là aussi, il faudrait y consacrer au moins 20 minutes. Je vous livre donc juste les résultats des observations, qui concordent étonnamment bien avec nos théories. Au moment où le rayonnement fossile s'est mis à circuler, il y avait dans l'univers près de 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire et près de 68% d'énergie noire. Et étudier en détail les tâches du CMB nous a même permis de grandement affiner la valeur de l'expansion de l'univers comme celle de son âge. Et tout cela dans une seule image. Une image qui est encore loin de nous avoir tout dit. Car on y trouve également des énigmes et des sortes de trous qui échappent encore à notre compréhension, telles que l'étrange anomalie dite du point froid cosmique, où l'intensité du murmure radio que l'on capte est en quelque sorte bien plus silencieux qu'il ne devrait l'être. Si la présence de cette vaste région anormalement froide que l'on voit se détacher dans l'hémisphère sud des cartes du fond diffus cosmologique échauffe autant les esprits, c'est qu'elle ne devrait vraisemblablement pas exister. Dans la mesure où les taux d'expansion de l'univers ne devraient pas avoir pu donner naissance à une anomalie d'une telle ampleur, si bien que certains pensent qu'il y a là quelque chose qui nous échappe encore. Le bon sens voudrait que ce point froid qui couvre un pan du ciel près de 10 fois plus large que la pleine lune soit la conséquence de la présence, dans cette région de l'univers, d'un gigantesque supervide qui nous aurait jusqu'ici échappé. Un supervide qu'une partie du rayonnement fossile a dû traverser avant de nous parvenir, ce qui en aurait très légèrement modifié l'énergie. Mais la nature pour l'instant énigmatique de ce point froid a conduit certains chercheurs à échafauder d'étonnantes théories.
telles que celles qui avancent l'hypothèse que cet ensemble de tâches doit son origine à une collision peu de temps après le Big Bang entre notre univers et un autre qui lui serait parallèle, et serait donc en quelque sorte une cicatrice, la marque d'une ecchymose. D'autres encore imaginent que le point froid soit la trace résiduelle et pratiquement effacée d'un univers précédent, ou encore l'équivalent d'un écho provenant de l'évaporation d'un trou noir supermassif, lui aussi situé dans un autre univers. Autant de spéculations intéressantes, mais qu'il nous est impossible pour le moment de tester. Et le point froid cosmique, cet amas de taches bleues qui s'écartent de la normale, bien au-delà de ce qu'un improbable hasard statistique autoriserait, n'est pas la seule région du CMB à donner quelques nuits blanches à ceux qui tentent d'en percer les secrets. On dénombre en effet pas moins d'une trentaine d'autres régions qui résistent pour l'instant à l'entendement. Et parmi celles-ci, la plus étrange et énigmatique est sûrement sans conteste la bien nommée axe du mal. Oui, les cosmologistes peuvent avoir le sens de la formule. Contrairement au point froid cosmique qu'elle englobe, l'axe du mal est une région qui, dans son ensemble, est très légèrement plus chaude que la moyenne de température du fond diffus cosmologique, et qui, surtout, s'étend de façon incompréhensible sur près de la moitié de l'univers observable, comme on peut le voir sur ces images, dont le contraste a été fortement accentué. Si la présence de l'axe du mal pose problème, c'est que la moyenne des températures des grandes régions du ciel devrait correspondre presque parfaitement à celle de la totalité du rayonnement fossile, car en elle, l'ensemble des micro-disparités devrait finir par s'annuler, étant donné que les tâches du CMB semblent y être réparties aux grandes échelles de manière absolument aléatoire. À ce constat déjà en soi un peu désarçonnant, s'ajoute une seconde étrangeté, celle que l'axe du mal possède une orientation presque parfaitement alignée avec le plan de notre système solaire, et ce sans que personne ne puisse pour l'instant expliquer pourquoi. Peut-être est-ce là encore le fruit pourri du hasard qui refuse de signer, à moins que quelque chose d'autre ne nous échappe. Bref, l'on est encore loin d'avoir percé à jour tous les secrets du CMB. Et je dois dire que j'aime beaucoup l'idée que sans ces petites fluctuations de densité, sans toutes ces petites tâches qui sont pour les cosmologistes un livre ouvert pour étudier l'histoire du début de l'univers, notre galaxie, tout comme le Soleil et la Terre, n'aurait jamais vu le jour. Et ni vous, ni moi ne serions là. Le CMB est là pour nous rappeler qu'il ne faut pas chercher l'émergence de la complexité dans l'immaculé. Heureusement pour nous, les imperfections de départ ont été nombreuses, et à partir de ces infimes disparités de densité, se sont formés des milliers de milliards de galaxies, avec des centaines de milliards d'étoiles, autour desquelles gravitent encore plus de mondes, et sur l'un d'entre eux, au moins, des humains élaborant des modèles théoriques capables de prévoir l'existence du rayonnement fossile, avant même qu'on ne le trouve. Des humains également capables de prédire et de découvrir l'existence de particules et de phénomènes tels que les neutrinos et les ondes gravitationnelles, qui pourraient à l'avenir nous permettre de voir encore plus loin dans le temps, d'avoir une image encore plus vieille de l'univers que celle du fond diffus cosmologique. Car même s'il nous est impossible de s'appuyer sur les grains de lumière pour avoir une image des 380 000 premières années d'existence de notre univers, il est théoriquement envisageable d'arriver à voir au travers de ce qu'on appelle la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire la région d'où a été émis le rayonnement électromagnétique, le plus ancien de l'univers, et au-delà de laquelle plus aucune lumière ne nous parvient. Car les fantomatiques neutrinos, tout comme les ondes gravitationnelles, sont capables de circuler sans encombre dans le brouillard de plasma incandescent et opaque qui régnait dans l'univers primordial avant que le rayonnement fossile ne soit en mesure d'y circuler. Malheureusement, il va nous falloir prendre notre mal en patience, car nous sommes pour l'heure absolument incapables de mettre au point des détecteurs sensibles au niveau d'énergie auquel se situent ces neutrinos et ces ondes gravitationnelles, après avoir été effroyablement fatigués et dilués par 13,8 milliards d'années d'extension de l'espace. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur les alliages bois, pierre, métal d'Olskern. Ce sont de véritables petits bijoux. Et en plus, leurs boîtes sont très belles, leur design toujours travaillé avec goût, et n'utilisent que du bois noble labellisé FSC et issu d'exploitation forestière durable.